Ce changement d'année marqué par le carillon de la Tour de la Paix venait de signaler la plus forte augmentation de taxes depuis longtemps. Et en l'absence d'annonce, la plupart des Canadiens ne s'en sont même pas rendus compte. Le cabinet venait de hausser les tarifs des produits les plus courants importés de Chine et d'Asie du Sud, comme les vêtements, la vaisselle et les petits appareils ménagers. Cette plus forte augmentation de tarifs depuis 1974 représentait 1 milliard de dollars sur 5 ans. Quand vous achetez un produit tarifé, vous payez une taxe. Le tarif n'est qu'une taxe sur le produit de gros qui est répercutée sur le prix que le consommateur paie en bout de ligne. Le Parlement avait besoin de fonds, car le budget n'était plus équilibré depuis 2010. De toute façon, peu de Canadiens s'en plaindraient, puisque la plupart achètent à crédit. Le Canadien moyen doit 1,63 $ sur chaque dollar gagné. La dette générale dépasse 1 billion de dollars. Le ratio d'endettement de 163% n'a jamais été aussi élevé. Il a doublé depuis 1990. Il est 20% plus élevé depuis 2008. Cela ne veut pas dire que tout le monde est vulnérable. Mais que se passerait-il si les taux d'intérêt augmentaient et si les gens perdaient leur emploi, si les taux d'intérêt augmentaient? L'augmentation de l'endettement des ménages est observée par la Banque du Canada. Eh bien, il est évident qu'il y a des foyers qui sont au risque. À partir de 1990, les Canadiens se sont mis à emprunter jusqu'à atteindre des niveaux records, supérieurs à ceux des États-Unis ou du Royaume-Uni. À la question d'un sondage visant à déterminer ce qu'une famille ferait pour trouver 5 000 $ en urgence, 21% seulement des répondants ont dit avoir des économies. 36% envisageaient de se servir de leur carte de crédit et d'autres ont avoué devoir vendre un bien ou ne pas pouvoir faire face. La moitié des Canadiens vivent d'une paye à l'autre. Que feraient-ils s'ils devaient perdre un chèque ou ne pas être payés? Il suffit d'examiner leur bilan financier ou leur état des revenus pour savoir combien ils consacrent à leurs dettes. Leur position n'est pas enviable. On ne se préoccupe pas beaucoup de l'endettement, que les gens ne traitent d'ailleurs pas avec sérieux parce que c'est invisible. Comme on n'a pas la dette sous ses yeux, on n'en tient pas compte dans ses décisions. C'est vrai, bien sûr, pour beaucoup de particuliers et de familles, mais c'est surtout vrai au niveau politique, où l'on se sent porté à dépenser l'argent pour lequel on n'a pas de compte à rendre, parce que ce n'est pas votre problème, mais celui de quelqu'un d'autre. Depuis les dernières élections de 2011, l'économie a créé 500 000 emplois grâce au prix élevé des matières premières. Depuis les dernières élections, les cours du pétrole ont chuté de plus de moitié et ceux du blé de 14%. Dans certaines parties du Canada où il n'y a ni blé ni pétrole, le taux de chômage est de 10% en moyenne, voire plus. Les Maritimes sont la région la plus mal en point, tant pour ce qui est du PIB per capita, de la croissance, des débouchés du chômage. Je serais beaucoup plus déprimé si je vivais dans les Maritimes et le tableau serait plus noir. Quand l'économie se porte bien, on crée beaucoup d'emplois, les prix de l'immobilier se maintiennent, la vie est belle, il n'y a pas de problème. Mais si l'économie stagne, si les taux d'intérêt augmentent et si les prix de l'immobilier diminuent, on a un problème. Nous devons rappeler aux Canadiens que les taux d'intérêt ne demeurent pas éternellement stables, qu'ils fluctuent à la hausse ou à la baisse. La Banque du Canada a maintenu un faible taux directeur par peur de porter tort à l'économie. Les hypothèques sont inférieures à 3% et le gouvernement du Canada s'est fait publiquement rassurant. Pour en revenir à l'hypothèse de départ, nous ne nous voyons pas dans une bulle. Une bulle est définie par bien d'autres facteurs qui ne sont pas présents. Mais en privé, la banque craint un choc dans le marché du travail, correspondant à un taux de chômage de 10%, comme dans les Maritimes. Pour moi, ça ne va pas. Notre bilan a progressé sur papier, mais pas forcément sous forme de liquidité. Ce n'est pas forcément bon que les gens dépensent sans compter, qu'ils consomment à tort et à travers, et qu'ils transforment leur maison en caisse enregistreuse.
Davantage de scénarios de choc sont énoncés dans des documents de la Banque du Canada obtenus par l'accès à l'information. On y lit que si les taux d'intérêt devaient augmenter de 325 points de base d'ici le milieu de l'année 2015, à ce moment-là, on retrouverait des taux d'intérêt d'il y a qu'on n'a jamais connus et un taux de chômage de 10%. En 1982, j'ai acheté une maison et je pensais avoir de la chance parce que le promoteur avait réduit l'hypothèque à 16%. Quand je dis ça à mes enfants, ils me regardent comme si je venais de la planète Mars, compte tenu des taux hypothécaires actuels. Les revenus de la classe moyenne stagnent depuis des années, mais le coût de la vie et l'endettement des ménages ont explosé. Toutes les semaines, on parle du niveau d'endettement des Canadiens. J'attire l'attention de la Chambre sur 4 articles de journaux pris au hasard. Le premier est un avertissement au sujet de l'endettement des ménages qui grimpe en flèche. On y apprend que c'est au Canada, après la Grèce, que le ratio d'endettement des ménages a le plus augmenté dans le monde entre 2007 et 2014. Du simple point de vue de la consommation, j'estime que la limite entre les besoins et les désirs s'est estompée, au point que nous sommes pilotés par nos désirs, ce qui favorise l'endettement. Monsieur le Président, mon collègue parle de l'endettement des ménages, qui est certes préoccupant, mais l'essentiel de cette dette se présente sous la forme d'hypothèques, autrement dit d'un investissement qui va prendre de la valeur au fil des ans. Les Canadiens peuvent se le permettre grâce à la faiblesse des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent au cours des 4 ou 5 prochaines années, ce à quoi je m'attends, certains devront soit se placer en défaut de paiement, soit déclarer faillite. Comment cela fonctionne-t-il sur le plan politique pour un gouvernement qui affirme que grâce à lui, le taux d'inflation est faible, qu'on trouve des hypothèques à 3% et qu'il est facile d'acheter une maison? Mais est-ce bien ce que les gens doivent faire? La Banque du Canada est consciente que les Canadiens dépensent trop, mais elle maintient les taux d'intérêt à la baisse pour stimuler l'économie. Comme l'économie ne se porte pas bien, les Canadiens empruntent davantage pour maintenir leur niveau de vie. Personne ne sait quand tout cela va finir. Tous les économistes du ministère des Finances, du FMI et de l'OCDE prédisent la poursuite du déclin de l'économie. Cela aura pour effet de freiner l'économie, donc de réduire le taux de croissance du gouvernement, le taux de croissance du PIB et par voie de conséquence les recettes fiscales que le gouvernement pourrait dépenser. Qu'adviendrait-il si je devais perdre mon emploi? Qu'adviendrait-il si les taux d'intérêt augmentaient, si ma maison perdait de sa valeur? C'est là une vision très prudente qui s'oppose à toute prise de risque, mais selon moi, c'est le genre de questions que les familles doivent se poser. Un jour, pendant que je faisais réparer ma voiture au garage, je discutais avec un monsieur très charismatique, très agréable, à qui je demandais pourquoi il travaillait, parce qu'il m'avait donné l'impression d'être un retraité très à l'aise. Et il m'a dit, il faut que je travaille. J'ai occupé un bon emploi avant, mais je dois travailler, non pas pour payer mes factures, mais vraiment pour m'occuper. Il est très possible que notre génération assiste à l'épuisement du RPC et de la Caisse de sécurité vieillesse. Il est possible qu'on ne puisse même pas bénéficier des programmes dont se prévalent actuellement ceux qui partent à la retraite. Il est risqué que le gouvernement laisse entendre qu'il n'est pas nécessaire d'économiser pour sa retraite. On ne peut pas dire qu'on s'en occupera plus tard. Cela risque de ne jamais arriver.